passe à une copie exceptionnelle pour voir ce qui vous sépare un petit peu de ça. Donc, euh, j'avais évoqué un certain nombre de choses avec vos camarades. Vous irez voir la vidéo sur YouTube ce week-end. Je la posterai probablement samedi. J'allais évoquer le cas paradigmatique mais extrême de l'art conceptuel. L'art conceptuel étant euh, une des incarnations, une des manifestations de l'art contemporain. Que s'agit-il de faire dans l'art conceptuel? Il s'agit de rendre public les motivations de l'artiste en vue d'une œuvre future. Donc en fait, l'artiste expose son intention à l'égard d'une œuvre qu'il n'a pas encore créée. C'est Ouais, c'est un peu ça, sauf que c'est ça l'œuvre, si vous voulez. Euh, donc, je vous recommande d'aller voir, si on peut dire, l'œuvre d'un certain Joseph Kosuth, Kosuth, intitulée Art as idea, l'art en tant qu'idée en tant qu'idée, exposé à Manhattan au MoMA, au musée d'art moderne, Modern Art Museum. Je sais plus exactement. MoMA, ça veut dire quoi? Ouais, ça ressemble à ça, effectivement. MoMA, ça veut dire très exactement. Voilà, Museum of Modern Art, exactement. Ah, il est pas D'où mort. la majuscule au A et la minuscule au O. Donc, pour Kosuth, c'est ce qu'il explique, l'exécution importe peu, mais là encore, on peut se demander si la notion d'œuvre disparaît tout à fait. Ce qui est frappant quand vous entrez dans une galerie d'art contemporain, c'est que ce qu'on appelle dans un musée le paratexte, c'est-à-dire le texte qui vient soutenir euh, la, euh, la contemplation d'une œuvre, le spectacle d'une œuvre en tant qu'œuvre, pour nous fournir des clés d'interprétation, a aujourd'hui beaucoup plus de place qu'il n'en avait avant. Et parfois, il se substitue à l'œuvre elle-même. J'ai le souvenir assez douloureux, assez désastreux et assez précis. Mon père était furieux. Qu'on était allé voir dans le nord de Paris une adaptation de l'illusion comique de Corneille. Et en fait, la pièce, c'était des acteurs qui lisaient le texte sur un écran. Le texte était projeté sur un écran. C'était assez intéressant quand même. Parce que l'illusion comique, c'est effectivement, est-ce qu'on est dans une pièce de théâtre ou est-ce qu'on est dans la réalité? Les personnages de la pièce se demandent ça. Mais en fait, c'était très chiant à regarder, quoi. C'est-à-dire que on voyait des acteurs lire le texte projeté sur un écran. Et j'ai dit à mon père, tu peux lire le programme. Et en fait, ils expliquaient pourquoi ils faisaient ça. Le problème, c'est que si on voit ça sans l'explication, on a l'impression qu'on se fout de nous. Et même après avoir lu l'explication, on n'était pas tellement convaincu. C'est-à-dire que, ici, l'explication de l'œuvre finit par devenir l'œuvre. Ok. On pourrait même se dire, on pourrait carrément se passer de l'œuvre, et c'est ce que fait l'art conceptuel, et en rester à l'explication de ce qui se passe dans la tête de l'artiste lorsqu'il veut créer une œuvre. Et c'est l'objet de l'art conceptuel. Du coup, on n'a plus besoin de vraiment créer d'art et juger d'un concept innovant. Enfin, pas innovant, mais d'art. Bah, c'est-à-dire que vaut un artiste qui ne réalise pas d'œuvre, qui ne parachève pas son intention dans une œuvre. Euh,
moi aussi, je peux dire que je suis le plus grand artiste que la Terre ait jamais porté parce que j'ai l'intention de faire une œuvre extraordinaire, mais si je ne la concrétise pas, ça pose un certain nombre de problèmes. Oui. Monsieur, par exemple, Guernica de Picasso, en soi, le tableau, c'est une œuvre. J'ai l'explication aussi, c'est. JPP de Guernica. Il y a deux exemples, si vous voulez, qu'il ne faut jamais mettre dans une copie, parce que c'est le moment où le professeur de philosophie a envie de sortir son revolver, comme disait Goebbels. C'est lorsqu'il entend parler de la Joconde et de Guernica. On a l'impression que c'est les deux seules œuvres d'art que vous connaissez, et c'est hyper gonflant. Oui, aussi un truc, pendant que j'y suis, arrêtez de dire que l'art doit faire passer un message, si vous voulez. Enfin, on a des téléphones portables pour ça. Je ne suis pas certain que précisément la Joconde fasse passer un message. Je ne suis pas certain que une sonate de Schubert, ce qu'on a écouté ce matin, fasse passer un message. Je ne suis pas certain que les œuvres de Matisse, de Picasso, en tout cas quand il peint des prostituées qui ont la pirade, fassent passer un message. Je suis pas certain que les natures mortes fassent passer un message, enfin pas toutes si vous voulez. Bref, arrêtez de dire que l'art fait passer un message. Le problème, c'est justement à partir du moment où on considère que l'art doit faire passer un message. Parce qu'à ce moment-là, le message est plus important que l'œuvre. J'avais le souvenir de critiques. Je ne sais pas si vous avez vu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui est un film dont on peut dire ce qu'on veut, mais qui est formellement très réussi. Mais il y avait des critiques qui disaient ah ouais, mais ce qu'il raconte, on n'aime pas trop, donc c'est pas une belle œuvre d'art. Moi, j'ai lu de très près Les Frères Karamazov de Dostoïevski, Crime et Châtiment de Tolstoï, ou même, je ne sais pas moi, certains récits littéraires d'expériences concentrationnaires ou de camps d'extermination. J'aime pas trop ce que ça raconte, si vous voulez. Je dirais pas que c'est parce que j'aime pas trop ce que ça raconte, j'aime pas trop l'objet, le thème, le sujet qui est proposé, que c'est pas une belle œuvre d'art. Donc l'idée qu'il faille absolument faire passer un message a tendance à justement mettre l'œuvre au second plan par rapport à l'intention que l'artiste avait. Or, je pense qu'effectivement, on ne juge pas un artiste sur ses intentions, mais sur ses réalisations. Donc, petite transition, et ensuite on aborde la dernière partie du corrigé, qui est l'art peut-il perdurer sans œuvre? Alors, ce n'est pas la nature intrinsèque de l'objet d'art qui nous permet de dire si l'art doit produire des œuvres. L'analyse de Nelson Goodman suggère qu'on déplace la question. Il ne s'agit plus de s'interroger sur la nature de l'œuvre, mais sur son usage, dans ce qu'on pourrait appeler de manière large le monde de l'art. Du point de vue de l'usage, l'art ne peut pas être sans œuvre et tout peut faire œuvre. Même lorsque l'exécution de la chose matérielle est suspendue, comme dans le cas limite de l'art conceptuel, l'œuvre demeure, au moins à titre de proposition artistique. Discours sur le type d'objet que produit l'activité artistique. Il est donc révélateur que l'œuvre subsiste toujours, y compris lorsque l'artiste souhaite ardemment s'en débarrasser. D'où la dernière question, l'art peut-il perdurer sans œuvre? Donc, ce qu'on avait vu dans cette partie, c'est que même dans le cadre extrême de l'art conceptuel, l'activité artistique ne peut pas se passer de la notion d'œuvre, ne serait-ce que sous la forme d'une proposition. Toutefois, les pratiques contemporaines dans le domaine des arts plastiques conduisent à modifier considérablement la notion d'œuvre, qui perdure sous sa forme traditionnelle, tout en cohabitant désormais avec des formes d'art où elle ne sert plus que de support à une expérience esthétique. D'un côté, l'œuvre est de plus en plus conçue par les institutions comme un patrimoine à préserver coûte que coûte. Dès lors,
elle se fige. Mais d'un autre côté, on doit se demander ce qu'il en est d'un art qui ne serait l'objet ni de conservation, ni peut-être de transmission. Alors, que pourrait être un art capable de subsister sans œuvre? Un art où la transmission serait rituelle. Donc, ce que va dire Benjamin dans la section 4 de l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. C'est que l'origine de la création artistique est religieuse, elle est rituelle. Je cite, « On sait que les plus anciennes œuvres d'art naquirent au service d'un rituel, magique d'abord, puis religieux. Or, c'est un fait de la plus haute importance que ce mode d'existence de l'œuvre d'art, lié à l'aura, ne se dissocie jamais absolument de sa fonction rituelle. En d'autres termes, la valeur unique de l'œuvre d'art authentique se fonde sur ce rituel, qui fut sa valeur d'usage originel et première. » Donc, si c'est l'usage rituel, si c'est le rituel qui fait la valeur de l'œuvre d'art, alors on peut concevoir des arts qui ne passeraient pas par des productions ou par des propositions artistiques, mais avant tout par l'inscription dans un rite ou dans une tradition. C'est, par exemple, le cas de ce qu'on appelle les arts premiers. Les arts premiers ne produisent pas des œuvres d'art, ils produisent des objets rituels comme des masques africains, certains bâtons de conteurs, de griots ou de sorciers. Ces objets ne sont pas perçus par ceux qui les produisent comme des œuvres d'art, et leur valeur esthétique vaut dans le cadre d'un rituel. On peut prendre d'autres exemples. Le conte oral, certains spectacles comme la tauromachie accomplissent une fonction religieuse ou sociale. Ils ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une œuvre, mais dans un rituel, c'est-à-dire que ce sont des gestes qui sont reproduits de manière traditionnelle. Et ce qui est intéressant dans le cas du rituel, c'est que précisément, ces œuvres ne sont pas éphémères, elles sont au contraire en grande partie figées. Ces arts ne sont pas éphémères, ils sont en grande partie figés, parce que c'est leur condition de survie. Autrement dit, dans le conte oral africain, dans la tauromachie, on a affaire à des gestes qui sont parfaitement ritualisés et qui pourtant ne constituent pas des œuvres. On peut même se demander s'il n'y a pas une certaine violence à exposer des objets rituels. Typiquement, c'est le débat qu'il y a sur les objets rituels africains qui ont été, on va dire, confisqués ou conservés par la France après la colonisation dans les années 1870-1880. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine violence à les présenter comme des œuvres d'art, alors que, en le faisant cela, on coupe complètement l'objet de son contexte religieux. Typiquement, moi, je suis toujours un petit peu mal à l'aise lorsque je vais dans un département d'égyptologie dans un musée, de voir des tombes présentées comme des œuvres d'art, alors que ce ne sont objectivement pas des œuvres d'art. Ce sont des objets rituels qui n'ont de sens que dans le contexte d'une religion qui a disparu. Autrement dit, ce sont des objets d'histoire. Ce ne sont pas des objets d'art. Ce sont des objets religieux. Et pourtant, même si ce ne sont pas des œuvres, c'est de l'art. Alors,
Pour finir, la notion d'œuvre est prise dans une tension entre la contingence de la création, de l'origine de l'œuvre, et son institutionnalisation comme œuvre d'art, voire comme chef-d'œuvre. Je me réfère à un texte de Maurice Merleau-Ponty dans Signe 1, le chapitre intitulé Le langage indirect et les voies du silence. Et il va parler du musée et de la bibliothèque. À cet égard, la fonction du musée, comme celle de la bibliothèque, n'est pas uniquement bienfaisante. Il nous donne bien le moyen de voir ensemble comme moment d'un seul effort des productions qui gisaient à travers le monde, enlisées dans les cultes ou dans les civilisations dont elles voulaient être l'ornement. En ce sens, ils fondent notre conscience de la peinture comme peinture. Mais elle est d'abord dans chaque peintre qui travaille, et elle y est à l'état pur, tandis que le musée la compromet avec les sombres plaisirs de la rétrospection. Le musée, transformant des tentatives en œuvres, rend possible une histoire de la peinture. Mais peut-être est-il essentiel aux hommes de n'atteindre à la grandeur dans leurs ouvrages que quand ils ne la cherchent pas trop. Peut-être n'est-il pas mauvais que le peintre et l'écrivain ne sachent pas trop s'ils sont en train de fonder l'humanité. Peut-être enfin ont-ils de l'histoire de l'art un sentiment plus vrai et plus vivant quand ils la continuent dans leur travail que quand ils se font amateurs pour la contempler au musée. Alors, que nous dit Merleau-Ponty? Merleau-Ponty nous dit que ce que nous appelons, ce que nous voyons comme des œuvres parachevées, sont en réalité, du point de vue du créateur, des tentatives, des essais. Et non, en fait, on est très très loin de l'idée de perfection interne de l'œuvre qui n'existe que du point de vue du spectateur pour Ponty, pour Merleau-Ponty. Il faudrait plutôt penser que du point de vue de la création, il est beaucoup plus important de s'intéresser, par exemple, aux travaux préparatoires, aux brouillons dans le domaine de la littérature, aux esquisses dans le domaine de la peinture et du dessin, etc., etc. Autrement dit, lorsqu'on va au musée, on voit des œuvres parfaites, sans voir le travail et l'effort de création qui a été fait. Autrement dit, pour reprendre le vocabulaire d'Aristote, on voit la poiesis, c'est-à-dire l'œuvre achevée, mais on ne voit pas la techné, c'est-à-dire le travail de création. Et à ce moment-là, on retourne le sujet. C'est le problème du musée, si vous voulez, c'est que l'œuvre est sans art. On voit l'œuvre détachée de son travail de création. On voit l'œuvre comme si elle existait de manière autonome et indépendante. Et la question est plutôt de savoir ce que serait qu'une œuvre sans art, c'est-à-dire une œuvre sans ce travail de création, et c'est ce qui nous aveugle dans le musée. Le musée momifie l'œuvre et nous fait perdre la conscience de l'art comme travail. Alors, conclusion, l'œuvre est nécessaire à la conception de l'activité artistique. Toutefois, il n'est pas certain qu'on doive continuer à concevoir l'œuvre d'art comme un objet produit par l'art, c'est-à-dire selon les règles de l'art. En effet, ce qui distingue fondamentalement l'œuvre d'art de l'objet technique, c'est le critère de l'utilité et de la perfection en soi. Or, ce critère n'est pas inscrit dans la nature de l'œuvre, mais est établi par le jugement esthétique du public. Il est donc nécessaire de passer d'un concept descriptif de l'œuvre d'art qui prétendrait en définir la nature à un concept normatif de l'œuvre. L'œuvre, en suivant l'analyse de Kuhnmann, est ce qui répond à la question « Quand y a-t-il art ?» Et en ce sens, n'importe quel objet, n'importe quelle proposition peut faire œuvre. En ce sens, il est nécessaire de relativiser les expressions comme art sans œuvre, art pur, art conceptuel, pour lesquelles la notion d'œuvre est utile et même incontournable. L'œuvre d'art est donc prise dans une tension. L'art ne pourrait subsister en tant qu'art
sans une authentique création, mais d'un autre côté, l'institution de l'œuvre d'art menace toujours son originalité créatrice en masquant la contingence. Voilà. Alors, je voudrais passer à la, la lecture d'une copie euh, proprement excellente qui m'a été donnée à lire. Et voilà, je vous recommande d'avoir en mémoire ce que vous avez fait. C'est la meilleure méthode pour progresser dans tous les domaines qui supposent de produire un texte. C'est vrai en histoire, c'est vrai en philosophie, c'est vrai en littérature. Alors, je commence la lecture de la copie. L'article 98A du Code des impôts français encadre strictement la notion d'œuvre d'art selon différents critères. Nombre de tirages, réalisation par l'artiste uniquement, etc. Dans cet article, les œuvres d'art se réduisent en 7 catégories qui sont des tableaux, des collages, des gravures, des sculptures, des photographies et des tapisseries. Il suffirait, par exemple, qu'il y ait 31 exemplaires d'une même photographie pour que celle-ci ne soit plus considérée comme œuvre d'art aux yeux de l'administration. On pourrait alors penser que c'est cette unicité des œuvres qui fait l'art. Toutefois, selon cette définition, ne serait pas œuvre d'art toute performance artistique telle que le théâtre, la danse, le chant ou la musique. Et pourtant, il paraît impensable de ne pas caractériser ces œuvres comme telles. Il est donc nécessaire de s'interroger sur les contours de ce qu'est une œuvre d'art. Alors qu'Aristote définissait l'art comme poiesis, c'est-à-dire comme production d'une œuvre, que l'œuvre soit un artefact ou une performance, danse, chant, poésie, l'art contemporain vient bouleverser cette définition. La polysémie du mot, l'évolution à travers le temps et sa valorisation sociale sont autant de critères qui annoncent la difficulté de le définir précisément. Une œuvre d'art, quant à elle, est le produit ou l'effet de l'activité d'un artiste. De la même manière que l'art, la pluralité historique et culturelle ne cesse de changer les critères caractéristiques de l'œuvre. Ces changements perpétuels pourraient nous laisser penser que, d'une certaine manière, l'art n'obéit à aucune règle. Le problème est alors le suivant. D'un côté, si l'on définit l'art comme l'ensemble des créations artistiques, cela suppose une finalité, une œuvre. On peut alors sérieusement douter du fait que l'art puisse être sans œuvre, comme une cause serait sans effet. D'un autre côté, si l'œuvre est la finalité de l'art, que faire lorsque sa conservation ne peut pas être assurée? Où est l'œuvre dans une performance dont il ne subsiste pas d'objet? Si même les œuvres ne sont pas un élément de définition de l'art peut-il se passer de règles? Outre cela, les évolutions de définition ne signifient-elles pas que des règles sont indispensables à l'encadrement de l'art? Tout d'abord, nous nous interrogerons sur la remise en question du concept d'œuvre depuis l'évolution de la démarche artistique, puis nous nous intéresserons à la position de l'artiste dans le processus de création artistique depuis le développement des moyens de reproduction, et enfin nous verrons que les évolutions dans l'art ont modifié les critères de définition de l'œuvre et lui ont permis de perpétuellement se créer de nouvelles règles. Il faut remonter au début du Paléolithique supérieur, c'est-à-dire il y a environ 35 000 ans, pour que l'art s'inscrive durablement sur des supports. Depuis, l'art ne cesse d'élargir ses critères de définition. Sculpture, peinture, théâtre, poésie, danse, photographie et bien d'autres. Mais cet élargissement a rendu difficile de donner des critères durables des œuvres d'art. Si l'on considère une œuvre comme un artefact, alors l'art ne peut se passer d'œuvre, que ce soit dans le théâtre, le cinéma ou même le chant. On en conclut donc de suite qu'une œuvre n'est pas toujours un objet. Cela élargit grandement la définition, mais où se trouve l'œuvre dans le théâtre
ou dans la musique par exemple? Est-ce seulement dans l'interprétation? Est-ce dans le souvenir qu'on en garde? Est-ce dans le rapport du public à la performance? Dans certains cas, c'est l'artiste lui-même qui est l'œuvre. Lorsqu'un tatoueur se tatoue, l'artiste et son œuvre se confondent. C'est le même phénomène dans ce qu'on appelle le body art, où le corps est l'œuvre d'art elle-même. Dans Manière de faire des mondes de Nelson Goodman, on comprend très vite qu'avec les pratiques artistiques contemporaines et la déconnexion de l'art avec la pratique de la création et de la recherche du beau, la question n'est plus de savoir qu'est-ce que l'art, mais plutôt quand y a-t-il art, ce qui impacte directement la notion d'œuvre. L'art contemporain pose la question de l'art sans œuvre. Les ready-made de Marcel Duchamp, père de l'art contemporain, sont à l'origine de ce questionnement. Pour Goodman, lorsque l'artiste n'est plus véritablement le créateur d'une œuvre, c'est-à-dire à partir du moment où on parle d'art trouvé, on ne peut plus considérer cette œuvre comme une œuvre d'art. On peut donc penser que l'art contemporain est avant tout une opération nominaliste. Il suffit d'appeler quelque chose œuvre d'art pour que cela le devienne aux yeux du public. Mais Goodman dit aussi qu'une œuvre d'art fonctionne comme telle à partir du moment où elle a une dimension symbolique, c'est-à-dire qu'elle renvoie à autre chose qu'elle-même. Cela permet de comprendre que l'art ne peut pas être pensé uniquement dans sa dimension de mimésis vis-à-vis du monde, de la réalité. Il faudrait peut-être penser autrement le rapport entre l'œuvre et le monde. Ainsi, en matière de création artistique, l'art sans œuvre semble être une chose inconcevable, mais l'art moderne puis contemporain refuse la définition traditionnelle de l'œuvre. Dans l'art contemporain, l'œuvre n'est plus un objet, c'est la démarche qui devient le centre de la préoccupation de l'artiste. C'est alors que les concepts d'œuvrement et de désœuvrement sont apparus. Il y a un œuvrement lorsque l'on accorde à un objet le titre d'œuvre et un désœuvrement lors de la remise en question de manière radicale de certains présupposés qui conditionnaient ce que l'on se présentait comme œuvre. En effet, si les expositions d'art contemporain se multiplient, c'est que le public répond à cette offre. L'analyse, alors ça j'ai un petit doute quand même. L'analyse de Goodman ne semble donc pas pouvoir correspondre à l'actualité artistique, alors que de plus en plus d'artistes ne sont plus les créateurs de leurs œuvres. Ainsi, les contours du concept d'œuvre ne sont pas définitifs, ils s'élargissent à mesure que le temps passe et de nombreux artistes ont contribué à leur réaménagement. Le critère de l'artiste créateur ne suffit plus. Il s'agit donc de s'interroger sur la place de l'artiste face à son œuvre, mais également sur la manière dont la reproduction des œuvres a influencé le rapport avec le public. Je finis simplement sur un paragraphe. L'émergence de l'art contemporain bouleverse donc le rapport traditionnel entre l'œuvre et l'artiste, c'est-à-dire l'idée que l'artiste serait nécessairement le créateur de son œuvre. L'artiste n'est plus forcément un créateur et ne recherche pas forcément le beau. À la manière de Fontaine, de Marcel Duchamp, 1917, il suffit à l'artiste de poser son nom sur un objet pour qu'elle devienne œuvre d'art. Il suffirait même peut-être de se dire artiste pour être reconnu comme tel. Alors plusieurs questions se posent. Faudrait-il que l'artiste s'abstienne de faire de l'art pour éviter de faire une œuvre? Dans ce cas, serait-il encore un artiste? Il ne suffit pas pour un artiste de faire une action ou de produire un objet pour que ceci soit considéré comme une œuvre, car la simple action quotidienne serait une œuvre, et cette conception ne paraît pas plausible. Cela nous oblige donc à repenser le rapport de l'artiste au monde. Dans son ouvrage Artiste sans œuvre, Jean-Yves Joinet, critique d'art, propose une conception de l'art particulière. Les artistes dont il fait la description se définissent par leur absence de production. Il s'intéresse notamment à un art du comportement où les moindres gestes seraient œuvres. Pour illustrer cela, il dresse le portrait des dandys, hommes élégants et raffinés dont le langage et la tenue vestimentaire leur sont caractéristiques. Dans ce cas, l'artiste ne produirait pas d'œuvre à proprement parler. Prenons un autre exemple. Un individu décide de peindre un tableau. Cet individu ne se revendique pas artiste et n'a suivi aucun cours de peinture. Sa production finale est-elle une œuvre? Si l'on en croit notre raisonnement précédent, l'œuvre n'est plus directement la production d'un artiste, donc il devient difficile de pouvoir affirmer si oui ou non ce tableau est une œuvre.
D'autres critères peuvent donc être pris en compte, comme la reconnaissance du tableau par un public, etc., etc. C'est pas mal quand même. Ouais, C'est bien dit. c'est bien dit, c'est-à-dire que c'est clair, c'est rigoureux, c'est c'est conceptuel, mais on perd jamais le fil de ce qu'elle veut dire. Ça repose toujours sur ce que je vous avais dit, une danse en 3 temps. On pose une difficulté, on y répond, et on voit comment la réponse pose elle-même une nouvelle difficulté. Et Je vous souhaite un bon week-end. on n'est pas tous capables de sortir des choses du genre.